Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Au sommaire de votre JT ce soir, nous recevrons l'archevêque de Monaco. Quelques jours après la visite historique du pape Léon XIV à Monaco, Monseigneur Dominique-Marie David partagera avec nous son bonheur et sa reconnaissance d'avoir pu vivre ce moment exceptionnel. Une délégation de parlementaires californiens en principauté, l'opportunité pour Monaco de mettre en avant ses engagements et ses actions, notamment dans le domaine environnemental. L'Opéra de Monte-Carlo dévoile sa saison 2026-2027, un voyage mêlant de grandes œuvres du répertoire et des propositions singulières. José Sacré sera avec la directrice de l'Opéra, Cécilia Bartoli. Dans ce journal également, le petit-fils d'André Citroën, Henri-Jacques Citroën, à Monaco. Il est venu partager son histoire familiale, mais aussi son expertise sur l'intelligence économique. Et puis Monaco n'a pas le droit à l'erreur en Euroleague. La Rocket Team affronte Dubaï demain soir. La victoire est obligatoire pour conserver ses chances de pouvoir accéder aux playoffs. Le 28 mars 2026, Monaco vivait une journée historique en recevant la visite apostolique du pape Léon XIV. Une première depuis près de 500 ans. Une ferveur populaire s'est emparée ce jour-là de la principauté, renforçant ainsi les liens avec le Saint-Siège. Pour revenir sur cet événement, l'archevêque de Monaco, Monseigneur Dominique-Marie David, nous attend en studio. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir. Merci d'être avec nous en studio pour revenir ensemble sur la visite historique du pape Léon XIV à Monaco. Tout d'abord, est-ce que vous réalisez qu'il y a quelques jours encore, il y avait ici le souverain pontife en principauté? Alors, pour être franc avec vous, pas trop. Alors, heureusement, effectivement, il y a des restes, des souvenirs, des témoins de l'événement. Et chaque jour, je me dis, oui, effectivement, cet événement qu'on avait plus ou moins espéré, mais de loin, sans certitude, oui, cet événement de quelques heures a eu lieu et c'était un bonheur pour nous, pour la principauté, pour l'Église diocésaine. Et voilà, aujourd'hui, les mémoires sont encore très, 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 très vives de tout ce que nous avons vécu. Vous avez eu la chance de pouvoir vous entretenir avec le Saint-Père. Quelle a été la teneur de vos échanges? Ça s'est passé très simplement, c'est-à-dire que le pape sait s'intéresser, poser juste la question qu'il faut pour montrer son intérêt, pour mieux comprendre, pour mieux saisir. Et je pense qu'il a aussi voulu se laisser immerger, parce que c'est un peu son mode de gouvernement, c'est-à-dire les réalités nouvelles qu'il rencontre, et c'était ça tout au long de sa vie, il se laisse immerger, il va à la rencontre, il écoute, il regarde, et il pose quelques questions pour mieux saisir l'environnement qui l'entoure et puis aussi les personnes qu'il rencontre. Donc on n'a pas eu de grands discours, juste des petits échanges très simples et oui, presque amicaux, j'exagère un peu, mais qui fait que tout s'est passé très simplement, sans stress, sans... voilà, on était impressionnés, bien évidemment, mais son attitude mettait tous ses interlocuteurs à l'aise. On le voit dans les images, avec le prince et la famille princière, avec les gens qu'il a rencontrés ne serait-ce que quelques instants, les jeunes qu'il a pu saluer, tous ceux qui ont eu l'occasion de l'approcher de près. Et finalement, ils sont assez nombreux d'avoir pu vivre cette proximité avec le pape, ont témoigné de cette attention. On témoigne justement cette grande ferveur populaire. Quel impact la visite du pape Léon XIV peut avoir sur Monaco? Alors, comment dire, on ne sait pas encore, puisque les fruits restent à venir, mais on est tous dans l'attente de quelque chose. Il y a plusieurs jours, j'étais en Corse, où j'ai pu interroger le cardinal Bustillo en lui disant « Éminence, comment avez-vous vécu la visite du pape François ?» Parce que c'était finalement il y a 1 an et demi. Et puis il m'a dit « En fait, on est encore dessus. » C'est-à-dire qu'on est encore en train d'approfondir, de décliner les différentes appels, les différentes interpellations et encouragements du pape. Donc je pense que nous aussi, on va continuer, il ne faut pas oublier trop vite, on va continuer de mesurer, peut-être de mieux comprendre au fur et à mesure pourquoi le pape est venu. C'était la grande question avant la visite, pourquoi le pape vient à Monaco? Alors nous, on se la posait un peu, mais alors les gens de l'extérieur, ils se la posaient beaucoup. Bon. Et je pense qu'on va comprendre maintenant. Et d'ailleurs, maintenant, c'est beaucoup plus clair.
les discours qu'il a donnés, la manière dont il a été présent. Aujourd'hui, plus personne pose la question pourquoi est-il venu, parce qu'on voit qu'il y a des messages tout à fait ciblés, et il avait l'air tellement heureux et à l'aise, et nous aussi, de pouvoir l'accueillir, qu'il y a quelque chose qui va nous éclairer pour la suite. S'il y avait une image à retenir de cette visite apostolique du pape Léon XIV ici à Monaco, laquelle serait-elle selon vous? Alors j'en ai beaucoup. J'ai l'impression que vous avez déroulé la journée dans votre tête. Le pape circulant dans les rues de Monaco et à la rencontre du peuple de Dieu, dans toute sa diversité, y compris d'ailleurs dans les diversités de chemins spirituels. On avait de tout, voilà. Et là, voir cette proximité, cette joie, est vraiment une image de la principauté qu'on est peu habitué à voir de cette manière-là. Donc parmi les grands événements culturels, sportifs et médiatiques de Monaco, il y aura celui-ci qui restera dans les mémoires, et cette image du pape plein de bonté, d'attention, prenant le temps de donner des bénédictions au bébé qu'on lui présentait, voilà. Et quel message souhaitez-vous transmettre aujourd'hui aux fidèles, aux monégasques, alors que nous venons d'entrer dans la Semaine Sainte? Il y a une force symbolique dans la venue du pape à ce moment-là. Moi, j'ai toujours répété, avant que le pape n'arrive, comment bien se préparer à la venue du Saint-Père. Vivez bien le carême, puisqu'on vous propose déjà un temps spirituel fort. Et moi, je dirais, après la venue du pape, vivons bien les jours saints. Et après, on a 50 jours de joie et de fête pendant le temps pascal. Donc, on va continuer de faire mémoire de cet événement. Et puis je dis, voilà, aux monégasques, aux diocésains et à tous ceux qui ont vécu ce moment, de près ou de loin, certains l'ont même vécu à domicile, n'oubliez pas trop vite ce qui s'est passé, et prenez la mesure de ce que le pape nous a confié comme mission. Eh bien, merci beaucoup, Monseigneur, d'avoir partagé avec nous ce retour, cette émotion aussi après la visite du Saint-Père à Monaco. Merci avec infiniment. Plaisir, merci beaucoup. Revenons à présent sur la visite d'une délégation de parlementaires californiens en principauté cette semaine. L'opportunité pour Monaco de mettre en avant les initiatives menées en matière de développement durable ou d'innovation. Voyez ce reportage signé Alban Gingembre, Thomas Deus, Julien Philippot et Lionel Bernardi. Quatrième puissance économique mondiale, l'État de Californie partage certains points communs avec la principauté. Parmi les caractéristiques communes entre les deux territoires, le coût de la vie et le prix de l'immobilier. Passage obligé donc par Mare Terra pour cette délégation californienne en visite à Monaco. We've learned about how they've taken innovation to the next level. For example, they extended the footprint and build housing on top of the water, which is something that we have not done. And so we thought that was very, very forward-thinking and incredibly important to think outside the box. And we think it's a beautiful project that they've created. Pour Monaco, accueillir cette délégation californienne, c'est l'occasion de montrer ce qui est fait en principauté pour le développement durable, comme avec la boucle thalassothermique du Larvoto. C'est aussi un moment ouvert au dialogue international pour déboucher sur des accords économiques et des échanges avec les industries monégasques. Très peu savent que nous avons 60 000 pendulaires qui viennent tous les jours à Monaco, et l'importance économique de Monaco dans le sud-est de la France et la proximité avec l'Italie. Donc c'est très important de pouvoir présenter cette image de Monaco, de montrer comment on fonctionne à Monaco et tous les avantages sociaux que l'on peut donner à Monaco. Une visite enrichissante pour tout le monde puisque c'était la première fois que Monaco accueillait une délégation parlementaire californienne. L'Opéra de Monte-Carlo a clôturé hier sa saison 2025-2026 par un dernier concert lyrique, celui d'Elina Garanza, qui se produisait pour la première fois en principauté. La mezzo-soprano a interprété des airs d'opéra composés des plus beaux rôles de son vaste et très varié répertoire. Elle était accompagnée du chœur de l'opéra et de l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo. Et à peine cette saison refermée, Cecilia Bartoli a présenté aujourd'hui la saison 2026-2027. Sous quel signe est placée cette nouvelle saison ?
José Sacré est avec la directrice de l'Opéra de Monte-Carlo pour le savoir. Bonsoir, nous sommes à l'Opéra de Monte-Carlo, à la salle Garnier, où vient d'être donnée une conférence de presse de présentation de la saison prochaine. Et j'ai le plaisir d'être accueilli par la directrice, s'il vous plaît, Madame Cecilia Bartoli. Bonsoir Cecilia. Bonsoir. Alors, cette présentation ce matin a eu lieu donc à la salle Garnier, pleine à craquer, parce que tout le monde voulait savoir enfin qu'est-ce qui va se passer la saison prochaine. Oui. Et je dois dire que le public n'a pas été déçu par l'annonce de ce programme, qui va démarrer le 7 novembre, je crois, par un récital. Exactement. On va mettre en valeur vraiment la voix. Et oui. La voix d'un ténor, qu'aujourd'hui, c'est vraiment le ténor de la nouvelle génération. Oui. Alors, Monsieur Tettelman, qui chante déjà partout en Europe, mais qui n'a jamais chanté ici. Oui. Et alors, ce sera un récital avec piano. Premier opéra de la saison, aux alentours du 19 novembre, donc de la fête nationale monégasque. Oui. Alors là, Porgy and Bess. Je ne me souviens pas que cette pièce ait déjà été donnée à Monaco. Ça va être formidable. Ça va être formidable. On a un cast formidable. Et la mise en scène, ce sera de Jean-Louis Grindard, bien sûr. Et je trouve qu'on a vraiment des chanteurs. On va avoir des chanteurs magnifiques. On va avoir le chœur de Cape Town. On va avoir vraiment de grands solistes. Et je trouve que c'est bien d'avoir une programmation variée entre récital, vous allez voir, opéra, opérette, Gershwin, Verdi. Je pense que ça donne, je pense, une sorte de fantaisie et une sorte de zotisme aussi au programme. Oui. Et puis juste après, le 20 novembre, alors là, au Grimaldi Forum, Carmen, avec une distribution, Benjamin Bernheim aussi, qui va chanter son premier dans José. Oui. Alors c'est génial, vraiment, ce chanteur. On le connaît, Benjamin, mais là, qui prend une prise de rôle et de venir ici pour cette prise de rôle importante. Alors, une curiosité, le 22 novembre au Grimaldi Forum, Cape Town Héritage. De quoi s'agit-il? Alors, Cape Town Héritage, voilà, c'est un chœur magnifique de voix. On va voir un programme très varié entre le gospel, et je pense que je crois que voilà, c'est comme je disais avant, de passer, d'avoir cette possibilité d'avoir comme notre chœur magnifique justement de l'opéra, mais aussi d'entendre des voix différentes. Après ça, on va terminer l'année en beauté, oui. Avec la vie parisienne. Ça fait quand même quelques années que la vie parisienne n'avait pas été présentée ici. Non, c'est vrai. Ce sera à l'opéra, bien entendu, avec Gianluigi Capuano. Gianluca Capuano qui va, oui, avec les musiciens du Prince. Et là, on voulait justement, on voulait donner aussi à Offenbach, donner en couleur, jouer Offenbach avec les instruments d'époque, de l'époque d'Offenbach, bien sûr, oui. Mais dans ce style. Et je trouve que ça va être une belle découverte. Et puis, au mois de janvier, alors, pas mal non plus, Rossini, bien sûr. Pas de programmation de Cecilia Bartoli sans un opéra de Rossini, avec l'Italienne à Alger. Oui, l'Italienne Et ce sera à la fin du mois de janvier. Exactement, là on a vu dans la présentation, c'est on aura notre Mustapha, ce sera Erwin Schott, bien sûr, Taddeo, on l'a vu dans la vidéo, c'est notre Alessandro Corbelli, on a vraiment un cast, un très très beau cast. Et avec Cecilia Bartoli, j'ai pas dit quand même. Oui. Oui. Vous êtes dans l'Italien à l'Alger, et quelques temps plus tard, le 29 janvier, à l'Opéra toujours, Cecilia Bartoli et Franco Fagioli. Oui. Alors là, je me réjouis déjà d'entendre ce concert. Franco Fagioli, sublime, extraordinaire. Bartoli, sublime. Non, extraordinaire, parce que là, alors, on passe de Rossini à une soirée ce sera plutôt baroque, baroque classique, voilà. Et Franco, il est... Ah là là, quelle voix. Quelle voix, quel tempérament et quelle technique, vraiment exceptionnelle. Et puis, alors là, en version concert au Grimaldi Forum, Fidelio, par la Wiener Staatsoper, 7 février
février, Asmik et Grigorian, ce sera un récital. Février toujours, fin février, il y aura un Verdi bien sûr, un Rigoletto, avec notamment Ludovic Tézier. Un trio de stars ensuite au Grimaldi Forum le 8 mars, Anna Nebretko, Brian Jagd et Georges Pétéon. Siegfried bien sûr, c'est la suite du cycle. Ça se du cycle wagnérien, bien sûr. Avec toujours la même équipe, le même metteur en scène. Le même metteur en scène, oui, ça c'est le cycle. On va continuer avec lui, avec les musiciens du Prince, Gianluca Capuano, Semenchuk, enfin les voix. Et dernier spectacle de la saison, alors là, une originalité, une fois de plus, un spectacle de marionnettes, le retour d'Ulysse en sa patrie. Ce sera à l'Opéra le 13 avril. Oui, exactement. C'est la famille Coll, c'est une ancienne famille de marionnettes italiens qui vient de Milan, justement, qui étaient déjà là en 2023, je pense qu'ils avaient fait Orfeo. Et il revient pour Il ritorno d'Ulysse in Patria. Et moi, j'adore les marionnettes. Je trouve que c'est une art sublime. Cécilia, on a survolé la programmation de cette nouvelle saison. On pourrait en parler longuement parce que c'est formidable. Je crois que la seule chose à faire, c'est très vite, vous renseigner l'ouverture des locations. Je crois que c'est très bientôt. Alors, si vous voulez avoir de la place, n'hésitez pas. N'attendez pas à la dernière minute. Non. Cécilia, merci infiniment. C'est magnifique, mais c'est petit ce théâtre. Alors, il faut se dépêcher là. Et voilà. Merci infiniment. Bravo pour cette programmation et à très bientôt à Monaco et à très bientôt sur scène. Merci. Merci. Voilà pour cet entretien de Cécilia Bartoli qui a dévoilé sur notre antenne la saison 2026-2027 de l'Opéra de Monte-Carlo. Parlons économie à présent avec cette conférence organisée à la Maison de France dernièrement et qui avait pour invité le petit-fils d'André Citroën, Henri-Jacques Citroën. Il a partagé son histoire familiale et a également apporté son expertise sur l'intelligence économique. Les explications de Léa Dutrouille et Julien Laugier. La Maison de France de Monaco a réuni une conférence autour de l'intelligence économique. Organisée par les conseillers du commerce extérieur de la France, l'événement se veut unificateur. Ce win-win stratégique de Monaco et de la France qui travaillent ensemble sur les sujets dans le contexte économique actuel où justement la sécurité fait peur, la défense est une question, il faut parler. Il faut échanger pour justement avoir des plans d'action tous ensemble qui vont dans la bonne direction. Il ne faut pas garder ça tabou. Il faut montrer au contraire qu'il y a une énergie positive, que le business continue. Et pour moi, on doit faire ce travail de win-win ensemble. Je crois beaucoup à cette phrase de Saint-Exupéry. S'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Et c'est ce que Monaco et la France doivent faire ensemble. Cette rencontre est notamment marquée par la présence d'Henri-Jacques Citroën qui souhaite faire entrer son grand-père, le célèbre industriel français André Citroën, au Panthéon. Il y a eu un rôle aussi très important dans le domaine social, puisqu'il a été un grand inventeur de mesures en faveur du personnel. C'est par exemple lui qui invente le 13e mois, des conditions très favorables pour que les femmes travaillent dans de bonnes conditions dès la Première Guerre mondiale quand il produisait des obus. Donc il a eu un rôle qui était déterminant pour renforcer l'économie de la France. Au Panthéon, aucun industriel, aucun chef d'entreprise. Et ce serait donc un message de soutien, d'estime qui serait donné à tous ces industriels, tous ces chefs d'entreprise qui font la richesse de la France et des Français. Objectif à long terme, mieux protéger les entreprises, notamment dans le secteur de l'armement, et renforcer leur compétitivité à l'international. En basket, la Roca Team affronte Dubaï demain soir en Euroleague sur terrain neutre en Bosnie-Herzégovine. Un match ô combien important pour les Monégasques qui devront impérativement gagner pour avoir une chance de se qualifier pour les playoffs de la compétition. Manouchar, Markoshvili et Nikola Mirotic reviennent sur les enjeux de cette fin de saison et la bonne dynamique de l'équipe, et ce malgré les absences de Mike James et de Daniel Theis. Ils sont au micro de Gaëtan Lebrun. We have experienced players. I think it's not about the past. We have the players who know how to play under the pressure. They have experience. They know how to react in what situations, like in different situations. So right now I don't see this as a problem, the pressure. Main thing is to find our rhythm, think positive and be together till the end of the season. Obviously we're having a lot of assists and Elia Kolbach is doing a wonderful job with that. Last 2 Euroleague games, 13 assists per game, and this is something great.
When you have more balls in your hands, you can do more things. And right now, Ellie's been doing a great job. Also Serzel. So we have a big talent. We have the guys who cannot just score; they can create. And I think this team this year, when we create, when we share the ball, we had much more chance to win the game. So. Sometimes, we don't move it as well as we want, and some games we do. So I think the key is to move the ball. C'est une adresse bien connue des amateurs de couture à Monaco. La mercerie de fil en aiguille située rue Grimaldi s'apprête à tourner une page importante de son histoire. Après plus de 30 ans d'activité, son gérant envisage de passer la main. Il cherche aujourd'hui un repreneur avis aux amateurs. Le reportage de Christinda Petit-Homel et Julien Philippot. Bobines de fil, rubans, boutons et accessoires de couture depuis 1896. La boutique de fil en aiguille fait partie du paysage de la rue Grimaldi. Derrière le comptoir, son gérant accueille et conseille les clients, quant à lui, depuis 30 ans. Au fil du temps, la mercerie est devenue une adresse incontournable pour les passionnés de couture à Monaco. Aujourd'hui, pourtant, l'avenir du magasin est incertain. Le propriétaire souhaite trouver un repreneur pour poursuivre l'aventure. Et c'est avec beaucoup d'émotion qu'il s'est livré à nous. Ici, des souvenirs, j'en ai des tonnes et des tonnes et des tonnes. J'ai eu, en tant que client, Monica Bellucci, j'ai eu Liz Hurley, j'ai eu Paul McCartney. Ici, la semaine dernière encore, j'ai eu Stéphane Bern. Beaucoup. Et puis bon, il n'y a pas que les célébrités. Mes clients sont pour moi des célébrités aussi, parce que ils sont tous sympas. Vous pouvez chaque fois, ils ont un petit mot gentil envers moi, en me disant, une petite larme à l'œil, que bientôt je ne serai plus là, quoi. Et alors, qu'est-ce qui va vous manquer ? Tout. Moi, j'aimerais bien que ça continue. Ne fût-ce que, pour mes clients, qui m'ont permis de vivre, d'élever mes enfants. La première personne qui vient, qui est compatible avec ce que je l'adopte. Moi, c'est un petit peu comme perdre un membre de ma famille. Je l'adopte et je lui apprends même pendant des années s'il faut. Mais je veux que ça continue. Vous l'aurez donc compris, sans successeur, cette boutique emblématique pourrait fermer ses portes d'ici 2 mois, mettant fin à plus de 100 ans de présence à Monaco. Un appel est donc lancé aux passionnés de couture et aux commerçants intéressés pour reprendre cette mercerie historique. La Camille Art Gallery vient d'imaginer un nouveau concept, celle qui soutient de longue date l'association Fight-Heads Monaco va monter un forum artistique à l'île Maurice, un pays où l'association que préside la princesse Stéphanie soutient de nombreux projets. Le récit de Patricia Navarro sur des images de Thomas Deus. Dans un monde en perpétuel bouleversement, l'art apparaît plus que jamais comme une échappatoire où les lignes et les couleurs deviennent langage universel. C'est précisément l'ambition du Contemporary Art Forum, dont la première édition aura lieu à l'île Maurice du 7 avril au 20 mai, à l'initiative de la Camille Art Gallery basée à Monaco. Ce Contemporary Art Forum, j'ai décidé d'ajouter le mouvement expositif qu'on avait lancé à Monaco avec les ateliers Fight-Heads et d'ajouter cette expositive à l'événement Contemporary Art Forum pour qu'on puisse en même temps, comme on a toujours l'habitude de faire, de lier notre exposition à une œuvre de bienfaisance. Notre princesse Stéphanie, qui œuvre depuis des années pour Fight-Heads, s'occupe d'une association qui s'appelle Chrysalide à l'île Maurice. Chrysalide s'occupe des femmes vivant avec le VIH, des femmes qui ont été maltraitées, des femmes avec problèmes de toxicomanie ou de violence conjugale. Et en tout cas, c'est une association qui est vraiment
en soutien de beaucoup de femmes et d'enfants qui sont dans le besoin. Ce nouvel événement artistique rassemblera 8 artistes internationaux, dont 2 venus de Monaco, autour d'un thème fort, lignes et couleurs de l'espoir. Peintres, sculpteurs, photographes, tous ont été choisis pour leur capacité à traduire l'optimisme et la résilience à travers leur création. Lorsqu'on a échangé ensemble, je leur ai dit plutôt que d'envoyer des œuvres d'ici, autant aller fabriquer une œuvre, mais avec les gens de l'île Maurice, pour vraiment avoir une sensation d'avoir partagé quelque chose avec eux et de leur laisser une œuvre entre guillemets en héritage de cette aventure humaine. L'idée, c'est le même principe que je pourrais reproduire ici au travers de mes puzzles reveal, c'est de partir là-bas avec 100 pièces. Ces 100 pièces seront réalisées par les personnes sur place qu'on va rencontrer, aussi bien les personnes des associations avec qui nous collaborons comme Chrysalide, et ensuite avec les enfants de l'île et différentes classes de l'école de Curpip, si je ne dis pas de bêtises. Et toutes ces œuvres vont être montées en moins de 2 jours, et ensuite j'aurai une petite nuit pour faire une réalisation qui sera dévoilée finalement le 10 avril, si je ne dis pas de bêtises. Au-delà de l'art, ce forum porte donc une dimension solidaire en soutenant une nouvelle fois Fight-Aids Monaco et un centre de réhabilitation locale. L'événement s'annonce donc comme une ode à la couleur, aux lignes, mais aussi et surtout à l'espoir. Connaissez-vous la K-Beauty ? En quelques années, ces soins de beauté importés de Corée se sont invités dans notre routine cosmétique. Ils sont devenus un véritable phénomène planétaire. Présent désormais dans tous les rayons spécialisés, une nouvelle marque a été présentée dernièrement à Monaco, en présence notamment de la mannequin et animatrice Victoria Silvstedt. Mais que valent réellement ces produits ? Christine da Petit-Aumel vous en dit plus dans ce reportage réalisé avec Sylvain Péroumal. Le distributeur monégasque Forever Beauty a choisi la principauté pour lancer la marque de cosmétiques révolutionnaire Idenel. Au cœur de cette nouvelle génération de soins, une technologie innovante utilisant les spicules, de minuscules aiguilles naturelles issues d'éponges marines, capables de pénétrer profondément dans la peau et l'épiderme pour stimuler la production de collagène et d'élastine. L'objectif, améliorer l'élasticité de la peau, lisser les rides et redonner éclat et fermeté au visage. It came from Korea and we distribute here in Monaco. It's a new brand, so it's a new product, cosmetics here in Monaco. The special of the Korean Beauty, it's the product that contain the spicula, that is the micro needling inside, and have the solution to penetrate the skin deep in the epidermis and help to build the collagen and elastin inside of the skin. Lors de cette soirée de lancement, différents médecins ont pris la parole pour présenter les mécanismes scientifiques derrière cette innovation et les résultats observés. The treatment is very innovative, and we have the medical line and the home line. The case is the skin texture. Right now, everyone is wanting this flawless skin, and this is the way to get it, even in the sun season, because now in April we can't use retinols, so the spicules will be the new hero. The result will be less pigmentation, less pores, and also very fast recovery. Avec ce lancement, Forever Beauty affirme ainsi sa volonté de faire de Monaco une vitrine de l'innovation dans la cosmétique de pointe. Vous pourrez retrouver les différents cosmétiques coréens Idenel dans 3 points de vente en principauté, le Club 39, L&L et Estécoach. Ce journal touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo de Christine da Petit-Aumel et un nouveau numéro de Monacook, votre magazine culinaire. Les photos de fin de JT ce soir sont en lien avec le 1er avril, journée de la plaisanterie et de la farce. Passez une très belle soirée. On se retrouve demain à 19h pour une nouvelle édition sur Monaco Info.
Bonsoir à toutes et à tous. Le beau temps se poursuit sur la Principauté pour ce jeudi 2 avril. Le soleil dominera largement du matin jusqu'au soir. Un ciel bien dégagé et un vent discret soufflera. Les températures, quant à elles, resteront fraîches. 7 petits degrés au lever du jour. Puis le thermomètre grimpera jusqu'à 17 degrés. Et puis sinon, demain, nous fêterons les Sandrines, un prénom qui signifie protectrice. Nous souhaitons donc une belle fête à toutes les Sandrines.